Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au microscope. Le microscope est constitué d'un plateau sur lequel on va venir déposer l'objet que l'on cherche à observer, d'une source lumineuse qui va permettre d'éclairer l'objet que l'on observe, d'un oculaire et d'un objectif, qui sont tous les deux systèmes optiques constitués de lentilles convergentes. L'oculaire est situé en haut du microscope. C'est de ce côté-ci que l'observateur va venir positionner son œil, et l'objectif est situé du côté de l'objet. On a deux molettes sur le côté qui nous permettent de faire la mise au point. En fait, elles vont permettre de déplacer l'ensemble objectif oculaire et ainsi de faire varier la distance entre l'objet et l'objectif. Le microscope crée une image agrandie de l'objet qu'on cherche à observer. Pour que l'observateur puisse la visualiser, il faut qu'elle soit placée dans son champ de vision, donc entre son punctum proximum et son punctum remotum. C'est ce que permet de faire la mise au point. Nous pouvons modéliser assez simplement un microscope. Considérons l'objet AB. Nous allons venir positionner à côté de cet objet une première lentille mince convergente qui va jouer le rôle de l'objectif. Nous positionnons ensuite un peu plus loin une seconde lentille mince convergente qui constituera l'oculaire. La distance entre le foyer image de l'objectif f1' et le foyer objet de l'oculaire f2 constitue l'intervalle optique. L'ensemble objectif oculaire représente alors le microscope. Nous allons maintenant chercher à tracer le trajet d'un faisceau lumineux qui passe au travers du microscope pour comprendre comment celui-ci nous fournit une image agrandie de l'objet observé. Considérons l'objet AB et cherchons son image par l'objectif. Pour cela, nous devons construire la marche de trois rayons. Celui qui passe par le centre optique de la lentille et qui n'est pas dévié, celui qui passe par le foyer objet et qui ressort parallèle à l'axe optique, celui qui arrive parallèle à l'axe optique et qui ressort de la lentille en passant par son foyer image. Les trois rayons se coupent en un même point. Il s'agit de l'image du point B. Nous pouvons maintenant tracer l'image de AB notée A1, B1. A1, B1 constitue l'image de AB par l'objectif. Maintenant, l'oculaire va fournir une image de A1, B1. Donc A1, B1 constitue un objet pour l'oculaire. Cherchons à en faire son image. Pour cela, nous traçons de nouveau plusieurs rayons, celui qui passe par le centre optique de la lentille et qui n'est pas dévié, celui qui arrive parallèle à l'axe optique et qui ressort en passant par le foyer image f'2. Nous nous apercevons que les rayons émergeants de la lentille sont parallèles, ce qui signifie que l'image est située à l'infini. C'est ce réglage que nous réalisons en général lorsque nous faisons la mise au point. Ainsi, l'observateur, lorsqu'il regarde au travers du microscope, il perçoit une image qui est à l'infini et son œil est au repos et ne se fatigue pas. Nous pouvons résumer de la façon suivante le schéma que nous venons de construire. L'objectif fournit une première image de l'objet observé, A1, B1. Cette image est à l'envers et plus grande que l'objet. L'oculaire fournit une seconde image qui est située à l'infini. Cette image est plus grande et à l'endroit. Petite précision, l'image finale fournie par le microscope est à l'endroit pour l'observateur puisqu'elle se situe dans le même sens que AB. Mais pour l'oculaire, son objet est A1, B1 et l'oculaire fournit une image renversée de A1, B1. L'image finale A2, B2 est à l'envers par rapport à A1, B1, mais elle est dans le même sens que AB. Nous pouvons résumer ainsi le schéma que nous venons de construire. L'objectif fournit une première image de l'objet observé. Cette image est notée A1, B1, elle est à l'envers et plus grande que l'objet. L'oculaire fait une image de A1, B1 que l'on peut appeler A2, B2. Cette image est située à l'infini, elle est à l'envers par rapport à A1, B1 et elle est plus grande. C'est cette image que perçoit l'observateur lorsqu'il regarde dans le microscope. Cette image est dans le même sens que AB et elle est plus grande. L'observateur perçoit donc une image agrandie et à l'endroit de l'objet observé. Nous nous apercevons également que l'image A1, B1 est située dans un plan particulier. Elle est située dans le plan focal de l'oculaire. C'est uniquement si cette condition-là est remplie que l'image finale va se situer à l'infini. Pour pouvoir percevoir les détails d'un objet, il faut que l'angle sous lequel on le regarde soit grand. Cet angle est appelé diamètre apparent de l'objet. Il est noté α1 et α2 sur les schémas. Cet angle dépend de la taille de l'objet et de la distance à notre œil. Le microscope a pour but d'augmenter ce diamètre apparent pour nous permettre de mieux visualiser les détails d'un objet.
Nous allons maintenant chercher à comparer le diamètre apparent d'un objet vu à l'œil nu et vu au travers du microscope. Prenons pour cela un objet de petite taille, par exemple le chat d'une aiguille, de hauteur notée ici A, B. Nous plaçons cet objet au niveau du punctum proximum puisque c'est l'endroit où on pourra le mieux percevoir ces détails. Le punctum proximum est situé à une distance dm de notre œil. Pour un œil hémétrope, c'est-à-dire un œil sans souci de vision, dm vaut 25 cm. Le diamètre apparent est noté ici alpha. Et pour le calculer, on va utiliser une relation trigonométrique. Tangente alpha est égale à côté opposé sur côté adjacent, donc ici AB sur dm. Lorsque nous regardons l'objet au travers du microscope, nous recevons dans notre œil des rayons qui forment un angle β par rapport à l'axe optique. Il s'agit du diamètre apparent de l'objet vu au travers du microscope. Cet angle β, on le retrouve également de l'autre côté de l'oculaire. Il s'agit d'angle alterne-externe. Pour le calculer, nous allons de nouveau utiliser une relation trigonométrique. Tangente β est égale à A1 B1 sur A1 O2. Nous voyons que A1 est confondu avec le foyer objet. Donc nous avons donc A1O2 qui est égal à F2O2, ce qui correspond à la distance focale de l'oculaire. Donc tangente β est égal à A1B1 sur la distance focale de l'oculaire, que l'on note ici F'2. Le grossissement du microscope se calcule en faisant le rapport du diamètre apparent de l'objet vu au travers du microscope sur le diamètre apparent de l'objet vu à l'œil nu, donc β sur alpha. Plus le diamètre apparent de l'objet vu au travers du microscope est grand, plus on percevra les détails, plus le grossissement du microscope est important. Le souci avec la formule que nous venons de voir, c'est que alpha se calcule à partir de dm, la distance minimale de vision distincte. Il s'agit de la distance qui sépare notre œil du point le plus proche qu'il est capable de voir net. Or, cette distance varie d'un œil à l'autre. Le grossissement d'un microscope dépend donc de l'individu qui l'utilise. Les fabricants prennent donc une valeur standard, dm est égal à 25 cm, et obtiennent une valeur de grossissement standard, qu'on appelle grossissement commercial. Une autre façon de calculer le grossissement commercial est d'utiliser la formule suivante. G est égal au grandissement de l'objectif fois le grossissement de l'oculaire. Le grandissement de l'objectif correspond au rapport de la taille de l'image A1B1 sur la taille de l'objet, AB. Faites attention, il s'agit ici de valeurs algébriques, ce qui signifie qu'elles ont un signe. A1B1 correspond à une flèche dirigée vers le bas, donc il s'agit d'une grandeur négative, alors que AB correspond à une flèche qui va vers le haut, donc il s'agit d'une grandeur positive. Le grossissement de l'oculaire correspond au rapport du diamètre apparent de l'objet vu au travers de l'oculaire, β', sur le diamètre apparent de l'objet vu à l'œil nu, alpha. Donc, grossissement de l'oculaire est égal β' sur alpha. Ne confondez pas β' et alpha. Bêta et β'. Bêta correspond au diamètre apparent de l'objet vu au travers du microscope, en considérant donc l'oculaire et l'objectif, alors que β', c'est le diamètre apparent de l'objet vu au travers de l'oculaire uniquement. Faites attention, ne confondez pas β' et bêta, il s'agit pour les deux de diamètre apparent, mais β' correspond au diamètre apparent de l'objet vu au travers de l'oculaire seul, alors que bêta correspond au diamètre apparent de l'objet vu au travers du microscope complet, avec l'objectif et l'oculaire. Sur le schéma que vous voyez, le disque en blanc représente l'objet, le disque en gris représente l'objectif. L'ouverture numérique dépend de l'angle alpha. Plus il est grand, plus l'ouverture numérique va être grande. C'est un paramètre primordial pour un microscope puisqu'elle conditionne la quantité de lumière qui va rentrer dans l'objectif. Plus l'ouverture numérique est grande, plus la quantité de lumière collectée par le microscope va être grande. Elle se calcule à partir de la formule n fois sinus alpha où n est l'indice du milieu. On s'aperçoit sur le schéma ci-contre que plus le grossissement du microscope est important, plus l'ouverture numérique va être grande. Une autre façon d'augmenter l'ouverture numérique, c'est de jouer sur n. Il faut prendre un milieu d'indice plus élevé que l'air. En général, on choisit l'huile, d'où les objectifs à immersion d'huile. Le rôle premier d'un microscope est d'améliorer la vision de petits objets. Les caractéristiques essentielles de cet instrument sont donc son grossissement,
mais aussi son pouvoir de résolution. Il s'agit de sa capacité à discerner deux points très proches. La limite fondamentale au pouvoir de résolution pour un microscope est la diffraction par l'objectif. L'image d'un point n'est plus un point, mais une tache. Si l'on regarde de plus près cette tache, on s'aperçoit qu'elle est constituée d'une tache centrale lumineuse appelée tache d'Airy, entourée d'anneaux lumineux régulièrement espacés. Le problème est que si l'on a deux points proches, les figures de diffraction de ces deux points vont se superposer et on ne pourra plus les distinguer. Le schéma en haut à droite explique le critère de Rayleigh. Dans chaque cas, nous voyons l'image par le microscope de deux points proches. En dessous, l'évolution de l'intensité lumineuse pour chaque tâche de diffraction est représentée. Le critère de Rayleigh nous indique que l'on ne pourra plus distinguer les deux points lorsque le premier minimum d'intensité d'une tâche de diffraction correspond au maximum de l'autre. Si l'on regarde de plus près, le premier cas, le cas A, nous n'avons pas de souci pour distinguer les deux points. Le deuxième cas, cela commence à être difficile de les distinguer. En regardant les courbes en dessous, on constate que le premier minimum de l'une correspond au maximum central de l'autre. On est dans le cas du critère de Rayleigh, ce qui signifie que si les deux points se rapprochent encore plus, on ne pourra pas les distinguer, ce qui est représenté dans le cas C. On voit sur le schéma du dessus que les deux points ne sont plus distinguables, on a l'impression de n'en voir plus qu'un. La distance minimale devant séparer deux points pour que le microscope puisse les discerner se calcule à l'aide de la formule 1,22 lambda sur 2NA, où NA correspond à l'ouverture numérique de l'objectif. On s'aperçoit que plus l'ouverture numérique de l'objectif est grande, plus la distance qui doit séparer les deux points est petite, donc plus le pouvoir de résolution du microscope est grand. Lambda correspond à la longueur d'onde de la lumière. Pour avoir un pouvoir de résolution grand, il faut une distance petite et donc une longueur d'onde petite. C'est pourquoi on travaillera plutôt avec de la lumière bleue, voire avec des UV. Il existe d'autres types de microscopes que le microscope optique, comme les microscopes électroniques ou les microscopes à sonde locale, dont le microscope à force atomique. Vous devez être capable d'associer les différents types de microscopes à leur domaine d'observation. Je vous laisse travailler cela à l'aide du cours sous format papier. Et vous devez être capable également de décrire le principe d'un microscope à force atomique. Pour cela, je vous laisse aller voir la vidéo à l'adresse qui est affichée à l'écran.